Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, merci de rejoindre la radio-télévision guinéenne RTG pour cette partie de programme croisé, une conception de la haute autorité de la communication pour permettre aux 8 partis en lice pour cette présidentielle du 11 octobre prochain de réagir sur les différents programmes qu'ils proposent aux Guinéens par rapport aux différents thèmes. Ce soir, 4 représentants de partis politiques sont sur ce plateau. Il s'agit de M. Abou Bangoura du Parti écologiste de Guinée, sur ma droite, de M. Ismaël Djoubaté du Parti Rassemblement du Peuple de Guinée, tout à fait à côté, sur ma droite également. Vous avez également sur ma gauche M. Makanera Kake Al-Hassan du Parti Union des Forces Républicaines. Et juste à côté de lui, vous avez M. Francis Abba du Parti Union guinéenne pour la démocratie et le développement. Bonjour messieurs et bienvenue sur ce plateau. Bonjour. Bien. Ensemble, nous allons parler de gouvernance économique. Au fait, nous allons parler de ce que vos différents partis politiques entendent par la gouvernance économique et donc nous allons réagir sur des thèmes liés à cela, l'agriculture, les mines, des thèmes essentiellement porteurs de croissance et nous allons avec vous essayer de voir comment faire en sorte que tout cela puisse se répercuter assez positivement sur le panier de la ménagère. Le principe est acquis et j'espère qu'on peut passer, messieurs. Alors, vous disposerez du même temps de parole pour cette émission qui va durer 1 heure de temps. Chacun de vous aura 2 minutes chrono et la même question fera le tour de table pour qu'on puisse entendre les propositions de vos différents partis politiques. Première question. Qu'est-ce que vos différents partis politiques entendent par gouvernance économique? Monsieur Bangoura. Merci. Pour le PEG, la gouvernance économique, c'est l'utilisation rationnelle des ressources publiques, que ce soit ressources financières ou ressources matérielles qui n'appartiennent pas à l'individu, mais qui appartiennent à la communauté ou à tout le peuple. Et il y a des règles de gestion qui sont établies en la matière et qu'il faut respecter. Donc pour le PEG, tout individu à qui on a confié la gestion de ses ressources doit remplir essentiellement 2 critères. Critères de compétence et critères d'intégrité. Parce qu'on ne peut pas confier la gestion des ressources à celui qui ne sait pas les gérer. Et on ne peut pas lui confier non plus à celui qui ne peut pas résister à la tentation. Donc, si ces 2 critères sont respectés, il va sans dire que les ressources seront bien gérées. Et nous nous basons sur les réalités de notre pays. Si vous voyez l'éducation traditionnelle, on apprenait aux jeunes, avant l'adolescence, à respecter le bien d'autrui. Pendant les circoncisions, les enfants se cachaient dans la brousse, ils laissaient tomber les biens précieux sur la route, et celui qui vient, il ramasse, on le prenait, parce qu'il ne doit pas ramasser, ça ne lui appartient pas. Donc il y avait déjà un acquis en la matière et que nous ne pouvons pas abandonner, on peut perfectionner. Aujourd'hui, si on doit confier la gestion des ressources à quelqu'un, comme je l'ai dit, il faut qu'il soit compétent et qu'il soit intègre. La qualité, l'intégrité, c'est la plus difficile à avoir, mais ça se cultive. Voilà dans quelle perspective le Parti des écologistes de Guinée entend aborder le problème de la gouvernance économique. Merci beaucoup, Peg. Nous allons écouter maintenant l'UGDD. Alors, l'Union guinéenne pour la démocratie et le développement appréhende la gouvernance économique sur plusieurs axes. D'abord, il faut comprendre que quand le président Gandhi et l'Union guinéenne pour la démocratie et le développement en viendra au pouvoir, c'est une panoplie de mesures, n'est-ce pas, que nous allons mettre en place de façon à bien gérer les ressources de l'État, de façon à rapprocher nos citoyens, n'est-ce pas, de la chose publique, de façon à lutter contre la corruption, n'est-ce pas, de façon à exiger tout ce qui est en transparence. Et nous allons y travailler, n'est-ce pas, à revoir, n'est-ce pas, tous les cadres institutionnels
au niveau des secteurs porteurs de croissance. Je veux parler de l'agriculture, je veux parler des mines, je veux parler de la pêche, n'est-ce pas? Je veux parler de l'élevage, de façon à ce que ces secteurs qui sont porteurs de croissance puissent impacter, n'est-ce pas, de façon positive et le quotidien du Guinéen. Et malheureusement, le constat que nous avons fait aujourd'hui, c'est que notre économie est caractérisée par une faiblesse de l'industrie. Notre économie est caractérisée par la corruption. Notre économie est caractérisée par une morosité, n'est-ce pas, au niveau du secteur minier. Notre économie est caractérisée aussi par une opacité au niveau de l'octroi des licences, n'est-ce pas, de pêche. Alors, l'Union guinéenne pour la démocratie et le développement travaillera d'abord, comme je l'ai dit tantôt, d'une façon globale, à revoir le cadre institutionnel de façon stratégique, et d'autre part, n'est-ce pas, à méthodiquement accompagner que ce soit la pêche artisanale, que ce soit la pêche industrielle, que ce soit l'agriculture, l'agrobusiness, n'est-ce pas, que ce soit l'artisanat, de façon à ce que ces secteurs-là puissent se développer et que les revenus de ces populations puissent augmenter. On va écouter sur la question, désolé de vous couper, mais nous avons un temps assez court. On va écouter le point de vue de l'UFR. Pour l'UFR, la gouvernance économique signifie la bonne gouvernance économique et financière au service du citoyen et dans le cadre du développement durable. Pour cela, nous avons identifié en cas de victoire sur ce point 4 axes. Le premier axe, il s'agit de faire des réformes institutionnelles. Ensuite, une réforme portant sur les agents publics et sur les finances publiques, enfin sur l'économie. En ce qui concerne la réforme institutionnelle, pour nous, il est d'abord question de faire, premièrement, l'audit. D'abord, le premier élément, c'est la réforme des administrations financières qui va passer, la réforme totale des administrations financières pour mettre fin à l'oligarchie financière qui se trouve en Guinée, au détriment du peuple. Dans ce sens, on va faire l'audit des secteurs, des EPIC, des entreprises publiques et des fonds, toutes sortes de fonds. On va faire la contractualisation des postes de recettes. Et aussi, on va mettre en place une brigade financière efficace pour débusquer les corrupteurs. Sur le plan de réforme portant sur les agents, nous allons encourager le mérite, nous allons encourager également la sanction et la rémunération élevée des fonctionnaires. Sur ce qui concerne sur la réforme des finances publiques, nous allons jouer sur la pression fiscale qui est relativement la plus basse de la sous-région, car le Sénégal a dépassé les 20%, la Côte d'Ivoire 17%, et la moyenne de la sous-région c'est 16%, la Guinée tourne autour de 13%. Donc on a une manne financière en matière de recettes à prélever. Et nous allons faire beaucoup d'actions sur le domaine de l'impôt. Et sur ce qui concerne les dépenses publiques, nous allons faire des économies énormes dans le cadre des dépenses telles que les dépenses de véhicules, de carburant, j'en passe. Et nous allons également faire des économies sur les facturations, les surfacturations dont souffrent nos marchés publics. Et nous allons créer au niveau des achats groupés pour toute l'administration au lieu que les entreprises n'appellent petit à petit. Alors, M. Makanera, nous allons donner la parole à M. Diobaté du RPG. Merci. Et ils ont dit ils vont faire. Nous sommes en train de faire. Entendez par la gouvernance économique, c'est l'action publique de l'État en matière de politique, la conception des politiques économiques au service du peuple. Ça, c'est le premier aspect. Le second aspect, c'est toutes les réformes structurelles et institutionnelles menées pour le bien-être de la situation, de la population. Qu'est-ce que nous avons fait pendant les 5 années? Il n'est pas superflu d'abord de rappeler les contextes dans lesquels on est arrivé au pouvoir. On a trouvé un cadre macroéconomique complètement déséquilibré, notamment à travers les agrégats macroéconomiques qui sont complètement détériorés, un déficit budgétaire qui se situait à 14% du PIB, un taux d'inflation qui était à 21,5%, un déficit de compte courant aggravé et, comment dirais-je, une crédibilité non rétablie auprès des institutions de Bretton Woods. Qu'est-ce que nous avons fait? On a mis en place ce qu'on appelle la bonne gouvernance, ce qu'on appelle caisse unique. Exécution budgétaire, caisse unique.
Les réformes-là nous ont permis de réduire drastiquement le déficit budgétaire de 14% du PIB à 2% en une année. Ça, c'est une première pour un pays. Et le taux d'inflation qui était à 21%, on l'a ramené à jour à 8,4%, selon les données de fin juillet, ce qui a eu un impact crucial sur le panier de la ménagère, car vous n'êtes pas sans savoir que, avant l'arrivée du professeur Alpha Condé au pouvoir, le sac de riz était négocié en 350 000 francs guinéens. Aujourd'hui, on l'a à 185 000. Et le taux de change aussi s'est stabilisé. Le couronnement de tout cela a été l'atteinte de l'initiative PPTE, qui donne un brevet, quand on parle de la bonne gouvernance, qui donne un quitus, un brevet de bonne gouvernance au professeur Alpha Condé. D'accord, vos 2 minutes sont épuisées, mais nous allons repartir avec vous, puisque vous nous parlez de riz dont le prix a été abattu à autour de 185 000 francs. Nous savons que l'économie guinéenne est très fortement dépendante de l'agriculture. Qu'est-ce que le RPG Arc-en-Ciel propose, quelle stratégie le RPG Arc-en-Ciel propose pour les 5 années à venir, si vous êtes élu? Si nous nous sommes élus, on va continuer dans la politique vertueuse que le professeur a menée. Il a dit que la Guinée est un scandale géologique, oui, mais que c'est un scandale agricole. Et ça s'est traduit par le budget de l'État. On a trouvé que ce qui était consacré à l'agriculture, c'était 3,5% du part du budget, qu'on a porté à 7,2%. Conséquence directe, la production de riz paddy nous a permis aujourd'hui d'aller à 1,800 millions de tonnes de riz. À date, on est pratiquement à 2 millions. Avec une injection nette de 700 milliards de francs guinéens qui sont comme subvention en termes d'engrais et tout le mécanisme qui sont là, et comme le centre motorisé qu'on a mis en place, les tracteurs qu'on a affectés aux paysans. On va continuer. Déjà, il y a un grand projet phare qui est en cours, c'est l'aménagement des 1000 hectares de Kounian. Un aménagement hydro-barrage qui va nous permettre de continuer à cultiver contre-saison. Qui du coup, comme aujourd'hui, vous en convenez avec... À cultiver quoi concrètement? Hein? À cultiver quoi? Du riz. 1000 hectares de riz à Kounian. C'est pratiquement fini et c'est sur le financement du budget national de développement. Ce qui va dire le prochain quinquennat de Alpha Condé, on envoie les gens, les paysans au champ. Ça a eu des résultats escomptés, comme en témoigne la baisse drastique du prix du riz sur le marché local, qu'on ne peut pas nier. Autre aspect, on va réorganiser la filière. Réorganiser la filière signifie quoi? Du paysan jusqu'au marché final. Aujourd'hui, on a un résultat qui nous permet de dire aujourd'hui qu'il n'y a pas de période de soudure. Dans tout le pays, il n'y a pas de période de soudure. Avant, entre le mois de juin, juillet et août, chacun de nous qui est à Conakry ici, nos parents nous envoyaient des commissions pour envoyer du riz blanc. C'est bien, nous avons compris. Les stratégies proposées par l'UFR si vous êtes élu pour les 5 prochaines années. Le secteur agricole en Guinée a des problèmes et a dysfonctionnement. On ne peut pas relancer un secteur agricole lorsqu'on ne dispose pas d'une carte agricole. C'est comme un monsieur qui pilote un avion, il n'a pas de visibilité. D'abord, nous allons mettre en place une carte agricole pour savoir qu'est-ce qu'on va produire. Ensuite, on va mettre en place des institutions pour assurer le développement agricole, telles qu'une banque nationale d'agriculture. Et on crée pour la population paysanne un revenu forfaitaire minimum. C'est important ce que je vous dis. Moi, j'étais agriculteur. Il arrive des événements où je suis dans l'incapacité de produire parce que l'année dernière, il y a eu échec. Nous allons essayer de régler cela par une caisse de compensation. On ne s'arrête pas aux mesures législatives. Nous avons également les mesures douanières et fiscales. Nous allons essayer de détaxer, je ne dis pas exonérer, d'abord détaxer les intrants agricoles et arranger de telle sorte que ce qui s'est fait à Mankountan ne se fait plus. Lorsque le gouvernement actuel a envoyé des tracteurs à Mankountan pour faire le labour, au moment où les gens là étaient en train de faire la récolte du riz, nous allons éviter ça. Il ne s'agit pas d'acheter des tracteurs pour envoyer, mais d'envoyer à un moment donné, au moment où on a besoin. Également, nous avons des mesures, ce qui concerne la sécurité alimentaire et environnementale. Il faut faire de telle sorte que la politique agricole ou environnementale ne joue pas sur l'environnement. Je vous prends l'exemple de la ferme de Kobaya. Le gouvernement est en train
d'expulser les citoyens de Kobaya pour les empêcher de faire l'agriculture, pour envoyer une société qui se dit chinoise là-bas. Nous allons essayer de protéger ces petits agriculteurs, améliorer les conditions de vie des bas-fonds de Kobaya, de Lambanyi, de Sonfonia, pour que ces gens-là puissent y vivre dignement, pour ne pas les chasser. Parce qu'en les retirant ceci, au profit d'une société minière, on tue l'agriculture et on oblige une bonne partie de la population de quitter Conakry pour se disperser je ne sais pas où. Nous, contrairement à notre politique, c'est faire une politique au service de tous les Guinéens. UGDD. L'Union guinéenne pour la démocratie et le développement au pouvoir, avec son président Gandhi, n'est-ce pas, fera de l'agriculture l'un des moteurs, n'est-ce pas, de la réduction de pauvreté. Alors, en quoi faisant? Le constat qu'il faut d'abord faire, n'est-ce pas, il est complètement amer. Alors, le budget, n'est-ce pas, de l'État alloué à l'agriculture est l'un des parents pauvres. L'agriculture est l'un des parents pauvres au niveau du budget. Ce budget n'a été porté qu'à 7% récemment. Sinon, il était inférieur à 5%. Il faut le relever. Alors, ce qu'il faut faire, c'est que l'UGDD... D'accord. Alors, le relever comment, concrètement? Non, j'ai dit il faut le relever. Il faut relever que ce budget, c'est en 2015, là seulement, ça a été porté à 7%. Quelle mesure L'UGDD va porter ce budget comme dans toute la sous-région à plus de 10%. C'est ce que l'UGDD compte faire, puisque l'agriculture est un moteur de développement. On ne peut pas concevoir, n'est-ce pas, que la Guinée, qui est château d'eau d'Afrique occidentale, que la production agricole soit encore inférieure à l'accroissement de la démocratie. Cela veut dire que nos populations n'arrivent pas à manger à leur faim. Alors, l'UGDD va investir essentiellement d'abord dans la riziculture. Vous savez, nos paysans sont dans l'agriculture extensive. Nous allons, n'est-ce pas, par l'injection des intrants, n'est-ce pas, par la mécanisation de l'agriculture, nous allons arriver, n'est-ce pas, à augmenter de façon quantitative et qualitative, n'est-ce pas, la production agricole et investir au niveau des routes, des routes pour pouvoir, n'est-ce pas, dégager ces productions-là vers les centres-villes, pour que le marché de Sinkong puisse être florissant, pour que le marché de Koundara puisse être florissant, puisque le marché de Kourimale puisse être florissant. C'est en cela l'UGDD va essentiellement travailler. Merci beaucoup, M. Francis. Nous allons à présent écouter le Parti écologiste de Guinée sur la même question. Bien. Quelle stratégie pour mettre l'agriculture, relancer l'agriculture? Qui dit parti écologiste dit autrement agriculture. Nous sommes des synonymes. Pour nous, l'agriculture, ce n'est pas l'affaire que de l'État. Dans un État libéral, il faut encourager des initiatives privées dans l'agriculture. Or, jusqu'à présent, ce n'est pas le cas parce qu'il n'y a pas de texte clair qui définisse l'accès des investisseurs privés à la terre. Tantôt, on dit la terre appartient aux communautés, tantôt, on dit la terre appartient à l'État. On ne sait pas réellement à qui la terre appartient. Ça doit être clarifié et que les initiatives privées, tant nationales qu'étrangères, puissent s'investir parce que l'État seul ne peut pas. Donc, le PEG va s'investir dans la clarification des textes pour pouvoir attirer les investissements privés, tant nationaux qu'étrangers, dans l'agriculture, étant conscient que l'État seul ne peut pas faire. Ce qui se fait actuellement, ce n'est pas une première. Distribution de l'engrais aux paysans, ce n'est pas une première en Guinée. Je suis un vieux fonctionnaire du secteur. Depuis les années 60, il y avait ce qu'on appelle le KR2, le Kennedy Round, la distribution des engrais, c'est subventionné. On ne peut pas subventionner éternellement une économie, une activité économique, sans se fatiguer. On subventionne la production, mais on subventionne aussi la consommation. Non, ça ne peut pas marcher. Le PIB agricole autour de 7%, vous comptez le mettre Écoutez, on doit aller à 2 chiffres. Les pays voisins, ils ont dépassé 10, mais nous, on n'a pas atteint encore 10. On a validé le plan national d'investissement agricole et de sécurité alimentaire en juin de l'année dernière. Et la promesse a été prise là-bas
par le gouvernement qu'on allait monter à deux chiffres. Merci beaucoup. Voilà. On va passer à l'autre question parce que là, vous ne faites que de belles propositions, d'accord, mais il faut savoir comment financer tout cela. Et par rapport au financement, nous allons toujours écouter le Très parti bien. écologique. On a parlé de financement de l'agriculture tout à l'heure. Nous avons une économie qui repose essentiellement sur les recettes minières. Pourquoi ne pas faire contribuer le secteur minier au développement de l'agriculture? Ce sont des propositions que nous avons faites dans le temps, mais qui ne sont pas tombées dans de bonnes oreilles. Est-ce que c'est la bonne formule de créer des banques agricoles ici, compte tenu de l'échec de tout le système bancaire dans le financement de l'agriculture que nous avons connu depuis la Première République et la faillite plus récente de ce qu'on appelait la BADAM, la Banque africaine pour le développement agricole et minier. Donc, il y a des alternatives à trouver, des mécanismes plus simples qu'on pourrait faire gérer par des banques locales ici. Justement, ce sont ces alternatives. C'est ce que je dis. Il faut créer un fonds de développement agricole dont la gestion pourrait être confiée à une structure bancaire ici sur la base d'une concurrence. Quelle est la banque qui va proposer la meilleure approche en la matière? Au lieu de se mettre à créer des banques encore qui ne vont pas résister au temps et qui vont s'écrouler. Donc, pour nous, il y a des mécanismes plus simples pour faire contribuer, puisque nous gagnons de l'argent en exportant les ressources minières, pourquoi ne pas orienter une partie de ces ressources pour le développement de l'agriculture? Mais quand on fait des éloges, des chiffres d'atteinte d'un certain niveau d'autosuffisance alimentaire, comme je l'ai dit il y a longtemps, il faut voir aujourd'hui, au moment où nous parlons même, à partir du port de Conakry, s'il n'y a pas de camions qui sont en train de transporter le riz vers l'intérieur du pays. Par quoi on va expliquer, n'est-ce pas, l'autosuffisance alimentaire avec des tonnes et des tonnes de riz qui montent. Le prix du riz, quand on dit 180 000 et quelques, mais quitter Kaloum et aller en banlieue, ce n'est plus le même prix. Vous allez revenir, on va revenir tout à l'heure peut-être sur cet aspect, mais nous allons écouter le RPG. Non, c'est que nous allons continuer. Vous savez, quand vous faites des réformes économiques, il faut s'assurer que vous avez atteint un certain niveau de résultat, comme on l'a atteint aujourd'hui. Les gens parlent de chiffres autour de 7 aujourd'hui. Nous, on a quitté 3 pour venir à 7. Nous allons continuer à explorer ce qu'on va faire, PPP, le partenariat public-privé, dans le domaine du financement de l'agriculture. Vous savez, toutes les banques qui existent en République de Guinée, c'est ce qu'on appelle les banques universelles. Ça veut dire qu'il n'y a pas de banque spécialisée dans le domaine du développement et de l'agriculture. Actuellement, il y a une nouvelle banque qui est en cours de création, BDG, qui va se spécialiser uniquement dans l'investissement. Et je crois que l'agriculture va être un des domaines privilégiés. Il y avait la BADAM qui malheureusement n'a pas réussi. Il y avait la BADAM malheureusement qui n'a pas réussi parce que qu'est-ce qui s'est passé depuis, pour l'historique de la BADAM, depuis 2006-2007, les conditions prérequises à sa création n'ont pas été dans une grande partie respectées. Et qui devrait veiller au respect de cela? Non, c'est l'État qui devrait veiller au respect de cela. Ça, c'était en 2006-2007. Le problème de Badam, c'est 2006, 2007, 2008. OK. Ensuite, l'État qui devrait libérer sa quote-part dans la création de Badam ne l'a pas fait. Et il était question aussi de chercher une banque de référence, parce que ça fait partie des conditionnalités pour créer une banque en Guinée. Cette conditionnalité n'a pas été respectée. Vous connaissez les périodes de 2007 et 2008. Donc, finalement, Badam, ce n'était qu'un cheval blanc qui était dedans. Mais nous, on va continuer dans le cadre du PPP, le partenariat public-privé, pour trouver des financements pour le secteur agricole. Et nous allons à présent nous tourner vers l'UFR et écouter ces propositions. Oui, D'où viendra ce financement? Je reviens juste d'abord sur le problème de Badam. Badam était une banque morte-née pour la simple raison, c'est impossible de prendre des investissements financiers, c'est-à-dire avoir une source de financement à court terme pour réaliser des investissements à long terme.
Le BADAM a été né sur les dépôts des clients. Et pour financer le secteur agricole, un investissement à long terme. Je reviens maintenant sur le financement du secteur agricole. Il faut que nous reconnaissions que tous les pays qui ont reçu leur développement agricole, États-Unis, Japon, Maroc, j'en passe, c'est que l'agriculture est un investissement à fond perdu. Il faut qu'il y ait forcément à fond perdu. C'est-à-dire? Ça signifie l'agriculture vit des subventions, que ce soit fiscal ou budgétaire, c'est incontournable. Vous regardez comment ça évolue en France, vous verrez que éternellement, continuellement, la France finance les paysans. Il en est de même aux États-Unis. Donc nous avons pensé chez nous de mettre en place une banque nationale de développement agricole qui maintenant, ses sources de financement, c'est la rente dégagée dans le secteur minier, l'allocation budgétaire parce que c'est à fond perdu, et on crée en même temps les entreprises crédit bail et on fait appel aux investissements privés. Mais en réalité, investissement privé, que ce soit individuel, mais pour ce qui concerne la nature de l'agriculture en Guinée, il faut encourager les petits exploitants agricoles. Parce qu'on ne peut pas aller vers une agriculture extensive. Ce n'est pas maintenant. À court terme, on ne peut que financer les petits paysans. Et facile à les financer. C'est utiliser l'impôt, le levier fiscal. Prélever dans les secteurs où il y a l'argent chez les riches pour financer le secteur agricole. C'est très simple. Les riches sont sous-imposés. Il y a un gisement fiscal incroyable en Guinée pour financer l'agriculture. Et autour de l'UGDD, sur la même question. Autour de l'UGDD, on reviendra à vous tout à l'heure. Oui. C'est Le chemin de chez l'Union guinéenne pour la démocratie et le développement n'est pas compliqué. Alors, comme le disait tantôt mon ami de l'UFR, alors, il y a des secteurs porteurs de croissance. Il y a des secteurs qui génèrent énormément de flux financiers au niveau du budget de l'État. Effectivement, l'UGDD prendra soin, n'est-ce pas, de prendre une partie de ces fonds, n'est-ce pas, générés par ces secteurs-là et le financer dans le fonds, n'est-ce pas, agricole. Mais nous n'allons pas créer une banque nationale parce que les pays Est-ce qu'en prélevant au niveau de ces secteurs, vous les appauvrissez Pas du tout. On ne les appauvrit pas. On ne les appauvrit pas parce que si vous créez des conditions d'investissement adéquates, d'accord, n'est-ce pas, les investissements vont pleuvoir en Guinée et ça va créer de l'emploi, ça va donc augmenter les recettes fiscales. Donc la réforme, n'est-ce pas, de notre fiscalité permettra, n'est-ce pas, l'augmentation sensible de ces recettes-là et ça permettra le financement de l'agriculture. Ça, c'est d'une part. D'autre part, il y a des taxes innovantes, telles que les taxes sur les cigarettes, qui pourront notamment venir en augmentation du financement de l'agriculture. L'UGDD entend encourager ce qu'on appelle l'agro-business. Alors, les cultures industrielles. En quoi faisant, à travers ce fonds, n'est-ce pas, que l'UGDD va créer au niveau de l'État, le fonds va être confié s'il y a des banques agricoles déjà, parce qu'il faut compter sur le partenariat public-privé, parce que l'État ne peut pas tout faire. L'État ne peut pas éternellement subventionner l'agriculture. L'État peut faire un peu, mais il faut compter sur le partenariat public-privé, il faut compter sur les grandes entreprises qui ont de l'expérience en la matière pour favoriser, n'est-ce pas, la création, n'est-ce pas, de ces grandes exploitations au niveau national, ce qui pourra augmenter de façon sensible nos différentes productions. D'accord? Et c'est comme ce qui se passe aujourd'hui à Djeké. Okay? On a encouragé... Nous allons écouter aussi votre proposition par rapport à cela. Et peut-être créer le débat autour de ça rapidement. Je vais donner Justement, c'est un temps de parole que l'on va vous donner, d'accord, sur lequel vous allez peut-être puiser la réponse que vous allez donner. Il faut faire c'est le même temps de parole pour tout le monde, monsieur Diobaté. Donc, lorsqu'on va vous donner la parole tout à l'heure, vous allez y répondre. Okay? Et ça va donc nous permettre, parce que là, j'entendais tout à l'heure un des débatteurs dire qu'on va prélever dans le secteur des mines de quoi financer le secteur agricole. D'accord? Et donc, ça nous permet de revenir au niveau du secteur minier. Pour parler du secteur minier, d'abord, nous allons savoir ce que vos différents partis pensent de l'actuel code minier, puisque c'est le document qui régit le secteur. Est-il suffisamment assaini, attractif, ou alors est-ce qu'il faut le redéfinir et comment? Le PEG. Bien. Nous n'avons pas jeté un dernier regard sur le code minier en tant que tel. Mais nous pensons que c'est toujours possible
d'améliorer le texte et de faire profiter la Guinée de l'exportation de ses ressources minières. Améliorer comment? Qu'est-ce qu'il faut Notamment inclure? parce que, je vous ai dit tout à l'heure, les pays pétroliers financent l'agriculture à travers les revenus pétroliers, donc les revenus miniers. Pourquoi ne pas orienter une partie de ces ressources et dédier ça au développement de l'agriculture? C'est tout à fait possible, c'est faisable. Donc au niveau du PEC, c'est à cela que nous allons nous atteler, à réfléchir pour voir dans quel est le mécanisme que nous allons mettre en place pour atteindre cet objectif. On a parlé de la BADAM tout à l'heure. Quand j'étais à la primature, les promoteurs de la BADAM sont partis me trouver. Feu Mohamed Noba, Ça, paix à c'était en son quelle âme. année? C'était en 2008, 2009. D'accord. Mais bien avant, 2005, 2006, ils sont partis me trouver pour faire la promotion, n'est-ce pas, la création de la BADAM. J'ai dit, quelle est la dimension africaine de la banque pour que vous l'appeliez BADAM, Banque africaine? Quel est le mécanisme de contribution du secteur minier au développement de l'agriculture pour que vous l'appeliez développement agricole et minier? C'est sur ces deux questions-là que nous avons eu des problèmes à nous comprendre. Même question, le code minier actuel est-il suffisamment assaini? Est-il suffisamment attractif? Est-ce qu'on en est content ou est-ce qu'il faut l'améliorer? Comment? Le RPG. Non, avant de passer à la question principale, je voudrais que M. Makanera note que la pression fiscale actuellement est à 18,5%, qui était à 14,5% quand on venait au pouvoir. Donc je suis d'accord de voir ces chiffres. Alors, le code minier actuellement en Guinée, c'est l'un des meilleurs codes jamais connus, qui donne des innovations certaines et qui répond à la préoccupation dont on est en train de parler aujourd'hui. Il y a le volet communautaire dans le code minier, dans le nouveau code. C'est-à-dire que le développement des communautés, à travers la subvention des entrants agricoles, les infrastructures de base, c'est-à-dire la santé, l'école, c'est intégré. Le volet de la communauté est intégré, c'est une partie intégrante du code minier. Il y a même des pourcentages qui doivent revenir au code des collectivités. Mais vous n'êtes pas sans savoir qu'on est en train d'adopter, je parle sous le contrôle des juristes, un nouveau code des collectivités dont le fondement va se baser sur le nouveau code minier. Et aujourd'hui, sous le sceau de ce nouveau code minier, ce qui est une première au monde, c'est que toutes les conventions minières aujourd'hui sont publiées sur l'Internet. Toutes les conventions minières. Ça, c'est une première. Et sous le sceau du nouveau code minier, on a pu assainir le cadastre minier en ramenant dans le portefeuille de l'État 804 licences qui étaient dans les poches des gens, ils se promenaient avec. Sans compter que c'était la première fois dans l'histoire que la Guinée bénéficie de la certification de l'ITE, Initiative de transparence dans les industries extractives. Voilà un peu ce que donne le nouveau code minier. C'est un texte. Pour le moment, selon les normes internationales, il est le meilleur code. Dans l'avenir, ça peut évoluer. Mais je dis encore une fois, le volet communauté, le développement de la communauté à la base est suffisamment intégré dans le Alors, nous allons, sur le même code, sur la même question, nous allons écouter les propositions d'abord de l'UGDD. Oui, s'il faut reconnaître, n'est-ce pas, que la revue du code minier en 2013 par le CNT est plus ou moins satisfaisante, mais on ne peut pas s'arrêter qu'à ça. Et puisque je me souviens, lorsque le premier code minier a été adopté, les taxes étaient très élevées. Ça, c'était la vision, n'est-ce pas, des socialistes. On parlait de 11 $ par tonne de bauxite, on parlait de 35% en d'IS au niveau du secteur minier, mais heureusement, ils sont passés de 11 $ à 4 $, ils sont passés de 35% à 30%. Mais les investisseurs, ce n'est pas seulement le cadre institutionnel que les investisseurs regardent. Les investisseurs regardent aussi ce qu'on appelle la moralisation de l'économie, l'environnement économique. Mais là, le constat est dramatique. Toutes les mines aujourd'hui sont gérées par le clan, n'est-ce pas, du président et de son fils au pouvoir.
C'est ça qui se passe, c'est ça qui se fait en réalité. Vous n'avez qu'à voir les révélations de Sunday Times sur l'affaire Palladino, des 25 millions de dollars. Et je pense que ça s'est passé de tout commentaire. Il est inclus cette affaire-là dans le code minier? Attention, cette affaire n'est pas incluse dans le code minier. Mais c'est l'environnement minier, ça. C'est l'environnement minier qui donne le courage, n'est-ce pas, qui encourage les investisseurs à venir dans notre pays. Si cet environnement minier est pourri, vous n'avez qu'à faire le meilleur code minier au monde, comme il est en train de dire, aucun investisseur ne viendra mettre pied en Guinée. Le président lui-même, il a affirmé. Il a dit, après avoir, n'est-ce pas, trouvé 700 millions de dollars autour à travers Rio Tinto, jusque maintenant, il y a quelques contentieux. On ne sait pas, est-ce qu'il s'agit des plus-values, n'est-ce pas, de la vente, n'est-ce pas, d'une part du bloc 1, du bloc 2 ou 3, n'est-ce pas, de la part du gisement de Simandou appartenant à Rio Tinto qu'ils ont vendu à Chinalco, ou alors est-ce qu'il s'agit, n'est-ce pas, des avances, n'est-ce pas, des taxes, n'est-ce pas, que la Guinée devrait récupérer. Je pense que cet environnement est donc pourri. Ça ne permet pas, c'est d'ailleurs pourquoi vous voyez la plupart des grandes sociétés minières chez nous, mais BHP est parti, Rio Tinto est en ralenti à cause de ces différends-là. Je pense lorsque l'Union guinéenne pour la démocratie et le développement sera au pouvoir, Monsieur de l'UGD, nous c'est la même essaierons. question, nous allons écouter l'UFR. Vous aurez le temps peut-être de revenir. Nous avons tout, on distribue la parole. Vous reviendrez. Pour l'UFR, d'abord, il faut reconnaître que la convention minière, la dernière convention minière a une avancée. Mais quand on l'a lu, il y a une déception. On devait avoir plus que cela. D'abord, la grande question qui se pose en Guinée, quel est le régime juridique des mines, c'est-à-dire la propriété des mines? Tel qu'on va dans les conventions, c'est la loi de 1894 qui a encore appliqué, la loi Larry Odino. La mine appartient à celui qui l'extrait, non pas au pays. Finalement, c'est ce qui se passe. Donc, dans la convention minière, autre aspect que nous relevons, c'est l'aspect de la fiscalité qu'on a voulu que doit avancer. Si nous prenons la stabilisation, la clause portant sur la stabilisation des avantages, nous préférons plutôt on transforme la clause de stabilisation des avantages par la stabilisation des avantages accordés. Non pas la stabilisation fiscale, mais plutôt la stabilisation des avantages accordés. C'est un progrès énorme dans cela. Il y a aussi l'aspect, l'harmonisation de la législation pour toutes les entreprises minières évoluant dans le même secteur. Il y a aussi l'aspect environnemental, il faut même pas commenter. J'ai encadré 35 thèmes sur le secteur minier. On n'a pas 20% de reconstitution de l'environnement. Et quand on dit reconstitution de la partie à Sangaredi, c'est un faux problème. Donc nous allons faire tout sur l'aspect minier, sur l'aspect environnemental. Si nous prenons le travailleur minier, mais c'est le plus pauvre, et nous prenons aspect social. Si vous regardez partout, il y a communautés qui vivent. Les communautés qui vivent dans les zones d'implantation minière, il y a les maladies, il y a ceci et cela, il y a trop de problèmes au niveau de ces communautés. Les dommages collectifs ne sont pas réparés, on n'en trouve pas dans le code. Et surtout, si vous prenez les gens de Kamsa spécifiquement, ils meurent tous à la fin de leur carrière, on les expulse, on dit de silicose, alors qu'il y a une maladie liée à l'exploitation minière. Nous allons faire de telle sorte que le travail minier soit un travail spécifique, de telle sorte que si une maladie se révèle après l'admission du travail minier à la retraite, l'entreprise minière le prend en charge aujourd'hui qui ne se fait pas. En termes de pourcentage, les retombées communautaires, ça va se chiffrer à combien avec l'UFR? Bon, en fait, nous ne sommes pas contre les chiffres avancés. Notre problème à ce niveau, c'est l'effectivité. Quand je prends le cas de Bokeh, on va revenir sur cet exemple précis, puisque nous parlons toujours des mines. Et cette fois-ci, nous allons parler de la relance de l'usine de Frigia et peut-être de toutes les autres unités industrielles actuellement à l'arrêt. Que propose l'UFR? Bon, il faut faire l'audit au niveau de l'usine. Parce que Fria est arrivé à un moment, du fait manque d'entretien, on ne peut est-ce que rénover et faire une autre usine, on va faire l'avantage comparatif. Qu'est-ce qui est avantageux? Aujourd'hui, on ne peut pas se prononcer sur ces questions, mais tout ce qui est sûr, l'exploitation à Fria doit continuer parce que la mine y est, mais d'une autre façon. Mais il faut une étude préalable. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Concrètement, d'abord, il faut auditer l'entreprise et toute la structure pour savoir où ça n'a pas marché et corriger ce dysfonctionnement. Par après,
faire appel à des investisseurs qui peuvent reprendre, bien sûr avec la participation de l'État. Parce que ce que nous sommes contre, ce que le Code n'a pas dit, c'est le contrôle de politique de la production. En Guinée, aujourd'hui, on ne sait pas l'entreprise X, il produit combien. C'est l'entreprise qui nous rend compte, j'ai eu 10 tonnes d'or, il est payé en fonction, il nous donne quelque chose en fonction de ça. On n'a aucun moyen de contrôler cela. Donc, pour le cas de Fria, ça sera le même. On va essayer de faire le contrôle politique de la production qui n'existe pas encore en Guinée et qui est absent également dans le nouveau code minier. C'est comme si on n'a aucune possibilité de savoir qu'est-ce qu'on produit en Guinée, quelle est la quantité, sauf l'information donnée par l'entreprise. Ça revient d'une autre façon, c'est le contrôleur qui informe le contrôleur. On va changer ce système pour que c'est le contrôleur qui informe le contrôleur de ce qu'il est en train de faire et ce qu'il cache. Comment relancer l'usine de Frigia et toutes les autres unités industrielles à l'arrêt? UGDD. Alors, l'Union guinéenne pour la démocratie et le développement ne va pas réinventer la roue. Alors, il y a le fait. Le fait, c'est que l'usine est tombée en faillite. L'usine ne fonctionne plus. Alors, que s'est-il passé? Comme le disait tantôt un monsieur Makanera, il faut effectivement savoir ce qui s'est passé, n'est-ce pas, au niveau de Russal, pour qu'il y ait l'abandon de cette usine. Une fois qu'on s'assure de ce qui s'est passé, je pense que les solutions sont nombreuses. Ou alors, Russal reprend, n'est-ce pas, effectivement rénove, ou alors construit une nouvelle usine, ou alors il décide d'abandonner, n'est-ce pas, le gisement de Fria pour qu'on l'accorde à d'autres investisseurs qui seraient prêts, n'est-ce pas, à venir investir dans les Russal reprenne. L'UGDD va faire quoi pour inciter le Russal à reprendre l'usine? Mais c'est des discussions. C'est le partenariat public-privé. C'est des discussions. Je pense que ces discussions étaient déjà en cours avec Russal. Et si, par exemple, l'État, n'est-ce pas, doit accompagner Russal pour que cette usine se relève à travers une participation, bien sûr que l'État le fera. Mais encore une fois, c'est l'affaire des privés. Une participation, elle va consister en quoi cette participation de l'État? Une participation au niveau des investissements à réaliser sur le site de Fria. Quel investissement? Mais, je ne sais pas, nous sommes en train de parler des installations de Fria. Vous me posez la question de quel investissement on parle. Non, c'est vous qui parlez d'investissement à oui, faire de Fria. Mais l'État. nous ne parlons que de Fria. Nous ne parlons que de Fria. Donc quand je parle d'investissement, je parle des investissements que nous devons réaliser pour relancer l'usine de Fria. Puisque le gisement, il existe quand même. La Guinée est à ses côtés pour ça. Et je pense qu'aujourd'hui, qu'il y a des multinationales qui sont prêtes, n'est-ce pas, à exploiter ces gisements-là. Donc l'UGDD ira dans ce sens-là. Alors, nous allons écouter le Parti écologiste par rapport à la relance de l'usine de Fria et par extension de toutes les autres unités industrielles à l'arrêt. Que D'accord. proposez-vous? Merci. D'abord, à propos de Fria, c'est une série d'interrogations. Est-ce qu'on peut reprendre? Pourquoi reprendre? Et pour combien de temps? Fria, c'est depuis 1960. Moi, je n'étais pas encore au collège. Après combien de décennies, est-ce que c'est encore rentable? Est-ce qu'on peut encore exporter l'alumine à partir de Fria? Il faut se poser ces questions. Russal, c'est une société, mais le pays, c'est l'Ukraine, si je comprends bien, avec toutes ces difficultés aujourd'hui. Est-ce que l'Ukraine a la capacité technique, technologique et financière, n'est-ce pas, de relancer encore Fria? Est-ce que ça vaut... Si vous êtes au pouvoir, vous allez poser Est-ce que cette nous, question à pour nous, l'Ukraine? l'avenir de Fria, de la région de Fria, c'est moins dans l'industrie minière que dans l'agriculture, pour nous. Il ne faut pas faire rêver les gens. Fria a tout l'avenir avec l'agriculture. Il est capable, il est possible de transformer, n'est-ce pas, les carrières en domaine agricole et développer l'agriculture. Il y a des habitants de Fria qui ont commencé aujourd'hui, qui s'en sont rendus compte. Aujourd'hui, ils ont commencé les cultures maraîchères et ça donne de bons résultats. L'économie, la prospérité de Fria ne repose pas que sur l'industrie minière. D'accord. Il faut Donc, trouver une alternative. Voilà, donc vers ce qui est plus l'agriculture. durable à Fria, à notre avis, c'est l'agriculture. Le RPG sur la même question. Non, avant de venir sur la même question, je voulais... Vous avez 2 minutes. Oui, je Quoi qu'il voulais en soit. juste
demandé à mon frère de l'UDG qu'il est en train de dire certaines contre-vérités en De disant l'UGDD, hein. l'UGDD, en disant que bon, toutes les sociétés minières se sont retirées. Ça, c'est faux. Si vous prenez le cas de BH Billiton, le portefeuille global dans les mines en Afrique, c'était 15%. Et BH Billiton s'est décidé de quitter la filière bauxitique dans tous les pays africains, ce qui a conduit à leur retrait en Guinée. Mais ça nous a permis d'avoir un autre avantage comparatif sur le marché. C'est que les blocs qu'ils ont laissés, ces blocs-là, aujourd'hui, c'est les 3 blocs de Bofa, ces blocs nous sont remis avec les études bien faites. Par rapport à la crédibilité, à la perception de la corruption en Guinée, vous n'êtes pas sans savoir, en 3 ans, on a gagné 19 places. Donc vous ne pouvez pas me dire qu'il y a de la corruption et que l'environnement n'est pas aéré. La preuve, c'est que en 2014, avril 2014, le journal le plus crédible au monde, le journal financier le plus crédible, le Financial Times, a titré « Alpha Condé est en train de bouter dehors de la corruption en matière minière ». Vous avez 30 secondes, relance. Maintenant, les relances de l'industrie de Fria. Il faut rappeler que les gens ont bradé d'abord l'usine de Fria pour une valeur vénale estimée à 250 millions. Ils l'ont vendu à 25 millions, soit le prix d'une cuve. Nous, qu'est-ce qu'on est en train de faire? C'est là-bas où je suis d'accord avec le doyen. Il faut mettre, c'est-à-dire il ne faut pas intégrer la vie de Fria à l'usine. Que le professeur a compris, aujourd'hui, ce n'est pas le courant de Russell qui donne le courant à Fria. C'est le courant issu de Caleta qui fournit Fria et que nous continue nos discussions. Nous sommes arrivés Voilà. au terme de vos 2 minutes. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Nous allons épuiser le reste de ce temps à parler du panier de la ménagère. Parce que tout ce que vous avez dit là, tout ce que nous avons entendu, nous, du peuple de Guinée, c'est que ça a une répercussion sur le panier de la ménagère. Le taux d'inflation était à 2 chiffres, autour de 21%. Aujourd'hui, il est ramené à 8,5%. L'objectif initial, c'était de venir à 5%. D'accord? Est-ce que cela est suffisant pour qu'on ait un panier de la ménagère allégé aujourd'hui? Toutes les propositions que vous avez faites là, en quoi concourent-elles à alléger le panier de la ménagère? UGDD. Oui, avant de venir à votre question, puisque ce que je vais dire, ça va effectivement aller dans le sens, n'est-ce pas, de la réduction des coûts du panier de la ménagère, c'est que l'UGDD, dans sa conception de stratégie et de développement économique, n'est-ce pas, va travailler dans la stabilisation des prix. Après la stabilisation des prix, la maîtrise de l'inflation, l'UGDD va demander, n'est-ce pas, son adhésion à l'espace l'UEMOA. D'accord? Et cela va, n'est-ce pas, aider notre pays à ce que le franc guinéen ne soit pas fabriqué n'importe comment. Et cela va aider notre pays à ce que nos prix soient stabilisés. Et cela va donner un regain de confiance aux différents investisseurs. Et je pense que toutes les mesures que l'UGDD mettra en place, ces mesures-là, n'est-ce pas, vont directement aller dans le sens, n'est-ce pas, dans le sens de l'amélioration de la pauvreté. Et naturellement, le dernier paysan va comprendre effectivement que son pouvoir d'achat a augmenté et qu'il peut acheter. Passons maintenant à l'UFR. L'UFR, pour ce qui concerne le panier de la ménagère, nous avons des mesures à court terme, des mesures à long terme, et maintenant, ce qui concerne les mesures à court terme. D'abord, il faut encourager, il faut continuer, il faut faire un traitement fiscal de faveur pour les produits de première nécessité. Encourager les importations comme ça se fait aujourd'hui. Deuxième, il faut améliorer le salaire des gens, pas seulement de l'administration publique. Il faut qu'il y ait des législations claires. Dire en Guinée, par exemple, que le revenu minimum, c'est 450 000, c'est se moquer du Guinéen. Donc, il faut revoir cela. Ensuite, pour les mesures à moyen terme, il s'agit de mettre en place une politique macroéconomique qui permette de maîtriser l'inflation et les autres variables macroéconomiques. Enfin, à long terme, il faut stimuler la production nationale qui va forcément baisser
les prix sur le marché pour aller vers le prix d'équilibre. RPG, sur la question du panier de la ménagère. Non, sur la question du panier de la ménagère, on a déjà fait notre preuve. Je remercie M. Bakanera d'avoir rendu hommage au RPG sur les efforts fiscaux, des efforts en matière fiscale qu'on a eu à faire. Effectivement, il a raison. Par exemple, toutes les denrées de première nécessité à l'importation, avant c'était 12,75%, nous l'avons ramené à 2,75%. On va continuer dans la même dynamique à stabiliser le cadre macroéconomique. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis 4 ans, le taux de change est très stable, relativement stable. Nous allons continuer encore, comme il l'a dit, c'est-à-dire à subventionner fortement les agriculteurs et on va s'appuyer, comme je le disais tantôt, dans un partenariat PPTE. Autre chose qu'il ne faut jamais oublier, c'est que nous avons fait assez de routes pistes rurales. 115 km de pistes rurales à travers le monde. On va continuer à investir dans les infrastructures parce que ce que les gens oublient, il n'y a pas que le cadre, les agrégats macroéconomiques, il y a les autres aspects tels que l'énergie, les infrastructures routières. Tout ça là, c'est un élément d'inflation. Monsieur Dubaté, on va écouter le PEG par rapport au panier de la ménagère. Très bien. Si vous observez le paysage politique, la seule candidate à l'élection présidentielle vient du PEG. C'est une ménagère. On ne peut pas lui apprendre ce que c'est que le panier de la ménagère. Elle le vit quotidiennement. Nous veillons à 2 prix. Le prix au producteur et le prix au consommateur. Le rôle de l'État, c'est de veiller à l'équilibre entre ces 2 prix. On ne peut pas encourager les producteurs s'ils n'ont pas, n'est-ce pas, des prix intéressants auxquels ils peuvent vendre leurs produits. Mais on ne peut pas aussi faire manger la population si elle ne peut pas se procurer les biens de première nécessité. Donc le PEG va, n'est-ce pas, étudier les 2 prix en Guinée, parce que c'est là le départ, même le point de départ de la théorie économique, c'est la consommation au niveau du foyer. Merci beaucoup, Voilà. Monsieur Abou Bangoura. Mesdames, Messieurs, nous arrivons à la fin de ce numéro de programme croisé. Je rappelle que nos invités, c'était Monsieur Abou Bangoura du Parti écologiste de Guinée, Monsieur Ismaël Djoubaté du RPG, Rassemblement du peuple de Guinée, Francis Abba de l'Union guinéenne pour la démocratie et le développement, et à côté de lui, sur ma gauche, M. Kake Makanera Al-Hassan de l'Union des forces républicaines. C'est la fin de cette émission. Merci à vous toutes et tous qui nous avez suivis. Bonsoir.